À quoi bon travailler à une constitution civile réglée par la loi entre les particuliers, c'est-à-dire à la mise en place d'une communauté? La même insociabilité qui contraignait les hommes à cette tâche est la cause qui fait que chaque communauté, dans les relations extérieures, c'est-à-dire en tant qu'État en rapport avec les autres États, se trouve en liberté naturelle et par suite doit attendre des autres États les mêmes maux qui accablaient les particuliers et les forçaient à entrer dans un État civil réglé par des lois. La nature a donc aussi utilisé l'incapacité à se supporter que manifestent les hommes et même les grandes sociétés et les grands corps politiques composés d'individus de ce genre, comme un moyen de découvrir, au sein même de l'inévitable antagonisme, un état de repos et de sécurité. C'est-à-dire que par les guerres, par ces préparatifs extravagants et jamais relâchés, par la souffrance qui s'ensuit et qui doit finalement être ressentie par chaque État, même en pleine paix intérieure, la nature pousse les États à des tentatives d'abord imparfaites, mais finalement après beaucoup de dévastation, de renversement et même après un épuisement intérieur général de leurs forces, les pousse à faire ce que la raison aurait pu aussi leur dire sans une si triste expérience, à savoir sortir de l'état sans loi des sauvages pour entrer dans une société des nations, dans laquelle chaque État, même le plus petit, pourra attendre sa sécurité et ses droits, non de sa force propre ou de son appréciation juridique, personnelle, mais seulement de cette grande société des nations, de l'union des forces en une seule force, et de la décision, soumise à des lois, de l'union des volontés en une seule volonté. Aussi enthousiaste que puisse aussi paraître cette idée, et bien qu'une telle idée ait prêté à rire chez un abbé de Saint-Pierre ou chez un Rousseau, peut-être parce qu'il croyait la réalisation d'une telle idée trop proche, c'est pourtant le résultat inévitable de la souffrance où les hommes se placent mutuellement, qui doit contraindre les États, aussi difficile qu'il soit pour eux de l'admettre, à adopter cette résolution même que l'homme sauvage avait été contraint de prendre d'aussi mauvais gré, à savoir renoncer à sa liberté brutale et chercher, dans une constitution réglée par la loi, le repos et la sécurité. Toutes les guerres sont donc autant d'essais, certes pas dans l'intention des hommes mais dans l'intention de la nature, de mettre en place de nouvelles relations entre États et, par la destruction ou du moins par le démembrement, de former de tout nouveaux corps qui, à leur tour, soit par eux-mêmes, soit à cause de leur proximité, ne peuvent se conserver et doivent par là essuyer de nouvelles et semblables révolutions, jusqu'à ce qu'enfin, un jour, en partie par la meilleure organisation possible d'une constitution civile à l'intérieur, en partie par une convention et une législation communautaire à l'extérieur, un État soit fondé qui, semblable à une communauté civile, puisse, tout comme un automate, se maintenir par elle-même. Emmanuel Kant, d'une idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique, 7e proposition. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e cours de philosophie consacré à la notion d'histoire. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, nous allons nous attarder sur l'idée de progrès historique possible liée à la faculté d'association propre aux hommes. Faculté que Kant étudie ici dans l'extrait cité précédemment, à l'échelle des États eux-mêmes, en introduisant ainsi une idée complètement novatrice et plus que jamais d'actualité, celle de société des nations. Avant d'en venir à expliquer le texte que je viens de citer, je vais développer l'idée d'insociable sociabilité présente dans la 4e proposition de cet ouvrage, ainsi que certaines des idées présentes dans les propositions précédentes, afin que l'on comprenne mieux ce qu'a voulu dire Kant et de quelle façon celui-ci nous permet de faire progresser notre réflexion sur la notion d'histoire. La dernière fois, on s'est penché sur la possibilité d'une étude de l'histoire basée sur une interprétation des faits, historiquement reliés les uns aux autres par un fil conducteur, qui serait le progrès de l'humanité au niveau moral, et on s'était demandé si cette interprétation avait du sens et n'était pas tout simplement une lubie optimiste. Kant, qui est une influence décisive pour Hegel notamment, ce grand texte que j'ai choisi d'évoquer cette fois-ci, permet de préciser les choses par rapport à cette idée d'un progrès historique
en considérant celui-ci comme une idée dite directrice qui, à défaut d'être une forme de savoir pouvant tenir lieu de science, c'est en bonne partie ce qui le distingue de Hegel, donne un sens aux événements majeurs que rencontre l'humanité concernant l'ensemble des conflits qu'elle traverse. La structure et l'argumentation de Kant vont du particulier vers l'universel, ou plus précisément, cette argumentation kantienne s'élève de l'individu à l'humanité, et en un sens c'est tout à fait logique quand on y réfléchit, puisqu'il s'agit d'un jugement de type réfléchissant, qui dans la terminologie kantienne est de l'ordre de l'interprétation, et tente de faire dépendre un cas particulier d'une règle universelle. Pour le dire simplement, Kant commence à s'interroger sur les capacités de l'individu de manière générale et sur ce qui le motive et lui permet d'exceller. Et il se rend compte, dans la 4e proposition de l'ouvrage, que c'est son insociabilité, et plus précisément son insociable sociabilité, qui permet légitimement d'interpréter le déroulement des événements historiques comme relatif à un progrès continu malgré quelques turbulences. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que cette insociable sociabilité ? Ce que veut dire Kant par là, quand il parle d'insociable sociabilité, c'est que l'homme est naturellement social, mais pas sociable pour autant. Je suis social si je m'associe avec mon prochain, et qu'il est dans ma nature de créer des liens en vue de mon intérêt, et si je suis dans l'interaction avec autrui. Je suis sociable, en revanche, si je prends naturellement plaisir à la compagnie d'autrui, et si j'apprécie sa présence. Eh bien, ce que Kant veut dire, lorsqu'il estime que l'insociable sociabilité est le moteur même du progrès de l'humanité à l'échelle de chaque individu, c'est qu'il n'est pas, dans la nature des uns et des autres, de parvenir à se supporter. Pas à se supporter soi-même, mais à supporter son prochain. Kant dit précisément à ce sujet que, ne pouvant souffrir la présence de son prochain, l'homme a tout de même besoin de lui. En effet, on a beau ne pas s'apprécier spontanément à cause de nos tendances égoïstes, et préférer pouvoir jouir de ses propres biens chacun dans son coin, sans avoir à partager, il semble tout de même qu'on ait besoin de coopérer et de collaborer un minimum si l'on veut être capable de survivre et de ne manquer de rien. Non seulement cette insociable sociabilité, ou le fait que l'on s'associe par simple intérêt égoïste et pas parce qu'on se voue les uns les autres un amour fou et naturel, et au principe du fait que l'on ne vive pas de façon absolument solitaire, malgré notre degré de mépris et d'aversion plus ou moins variable envers notre prochain, qui est perçu comme un obstacle à notre égoïsme naturel et à juste titre. Mais en plus, cette tendance est féconde puisqu'elle permet la naissance de la culture et de l'excellence humaine. En apparence, l'insociabilité que Kant évoque au début de l'extrait que je citais est un facteur de guerre et de discorde, puisque chacun pense en priorité à sa pomme, mais pourtant elle semble concourir à un ordre toujours plus parfait, et peut même être perçue comme une ruse de la nature, nous dit Kant. Kant fait l'hypothèse ici que la nature aurait créé l'homme égoïste pour le stimuler et lui faire proprement entrer en conflit avec autrui, toujours dans un but qui s'avérerait constructif à l'arrivée. Pourtant, c'est cet individualisme et cet égoïsme inhérent à l'homme qui lui fait entrer en guerre et qui fait qu'il y a une histoire même à proprement parler, puisque l'on a vu que la notion d'histoire était indissociable de tout événement dramatique ou conflictuel qui vaut la peine d'être relaté. Comment expliquer que l'individualisme forcené des uns et des autres contribue à un meilleur ordre et à un progrès historique à proprement parler ? Kant donne un exemple très intéressant et fécond sur ce point, qui est celui d'un peuple que l'on pourrait qualifier de peuple sans histoire. Il s'agit des bergers d'Arcadie, toujours dans la 4e proposition. Kant nous dit au sujet des bergers d'Arcadie qu'ils vivent dans la concorde de manière paisible et qu'ils n'ont donc pas d'histoire puisqu'ils ne connaissent nullement la rivalité liée à leur individualisme ou leur égoïsme à proprement parler, ces bergers passant leur vie entière à s'occuper paisiblement de leurs moutons. Kant dit ainsi la chose suivante, je cite, « Sans cette insociabilité, attribut il est vrai en lui-même fort peu aimable, d'où provient cette résistance que chacun doit nécessairement rencontrer dans ses prétentions égoïstes,
tous les talents resteraient cachés dans leur germe pour l'éternité. Dans une vie de berger d'Arcadie, dans la parfaite concorde, la tempérance et l'amour réciproque, les hommes inoffensifs, comme les moutons qu'ils font paître, ne donneraient à leur existence une valeur guère plus grande que celle de leurs bêtes d'élevage. Fin de citation. Qui dit insociabilité dit donc égoïsme, et qui dit égoïsme dit effort pour atteindre ses objectifs et faire mieux que son prochain ou son voisin. C'est uniquement à cette condition que l'homme ne va pas laisser enfoui comme un potentiel son intelligence et ses capacités, et c'est là qu'il va à proprement parler se cultiver et redoubler d'ingéniosité pour faire toujours mieux que son prochain. Cette concurrence généralisée est un facteur de trouble dans un petit peuple de bergers vivant dans la paix. Et ce petit peuple de bergers-là, justement, ne connaît pas ce trouble, puisque ces troubles-là renvoient aux intérêts qui sont nécessairement privés, mais c'est aussi un facteur de progrès, même si les intérêts privés créent des troubles, et c'est ça qui permet la stimulation que génère justement la concurrence des uns par rapport aux autres. Dans la 5e proposition, Kant fait même de ce souci de soi la condition même de toute vie en société, via le respect des mœurs et des règles de bonne conduite, puisque pour réussir et exceller, chaque individu va se soumettre aux règles de politesse et aux coutumes que chaque société va développer. Kant utilise une analogie qui est celle des arbres, ayant besoin de pousser proches les uns des autres pour ne pas pousser de travers, puisque chaque arbre va donner un certain mouvement à la poussée d'un autre arbre. Si un arbre pousse de façon isolée, il va pousser de manière tordue et rabougrie, nous dit Kant. Eh bien, par analogie, il en va de même pour le développement de l'individu en tant que tel, qui ne grandit réellement en tant qu'homme que s'il accepte pour son propre intérêt de se soumettre aux règles qui régissent la vie en communauté dans laquelle il évolue par intérêt. À partir de ces points que j'ai évoqués, on comprend mieux le sens du texte que j'ai cité, puisque Kant ne fait rien d'autre dans cette 7e proposition que d'étendre ce principe de souci de soi généralisé et d'individualisme à un point de vue cosmopolitique. Ce que fait Kant, c'est passer du souci que chaque individu peut avoir vis-à-vis de lui-même et de sa réussite personnelle, qui implique la coopération avec autrui, perçue comme une condition nécessaire pour arriver à ses objectifs, à ce même souci concernant chaque État à l'échelle internationale à proprement parler. De la même façon que les hommes, malgré leurs intérêts divergents, s'unissent et s'efforcent de ne faire qu'un, cette nation doit justement, cette nation qui est constituée de différents individus, doit faire de même vis-à-vis des nations voisines. L'union qui a lieu entre les individus, nous dit Kant, doit se faire entre les États au niveau mondial. Chaque nation fera l'expérience de la guerre et de conflits toujours extravagants du point de vue de la raison humaine, les guerres étant perçues ici comme des tentatives infructueuses pour certains pays d'imposer ce qu'ils estiment être de leurs propres droits. Mais justement, Kant nous dit ici qu'il faut nécessairement que cette expérience du conflit serve à développer une structure qui encadre et permette la cohabitation non plus des individus au sein d'une communauté, mais d'un ensemble de pays aux intérêts potentiellement divergents au sein de ce grand tout qu'est l'humanité. En effet, c'est grâce à des lois qu'un État tient au respect les individus qui le composent. Il faut donc étendre ce même principe au niveau international afin que la réciproque soit valable au niveau mondial. C'est pour cela que Kant parle ici d'une société des nations qui est finalement, on pourrait le dire, une anticipation prodigieuse de ce que l'Union européenne aurait dû être. D'un point de vue historique, cette société des nations, elle a existé et s'est développée en 1919 par le traité de Versailles, avant d'être dissoute en 1946, celle-ci n'ayant pas su éviter qu'une seconde guerre mondiale n'ait lieu. Toutefois, si nous laissons de côté cet échec au niveau historique, qu'il s'agisse du communisme ou du principe de précaution, les applications des grandes théories philosophiques laissent toujours à désirer décidément, il semble qu'en théorie le principe se tienne. La société des nations que Kant appelle ici de ses vœux serait une association cosmopolitique
On peut d'ailleurs penser que c'est parce que l'union n'a jamais été totale qu'elle n'a pas marché justement, qui concernerait chaque État et qui maintiendrait un dialogue entre chaque dirigeant de chaque pays, de façon à éviter la guerre par un accord commun qui ferait que chaque État ne serait plus un État individuel avec ses intérêts propres, chaque volonté étant soumise à celle des autres et formant une volonté universelle et mondiale. Donc il ne s'agit pas pour chaque pays de continuer à prendre des décisions dans son coin, mais de ne prendre des décisions que quand elles seraient validées par l'ensemble des pays à l'échelle de la communauté mondiale. Les décisions de chaque pays devraient donc être prises au nom d'un seul et en conformité avec l'intérêt de tous, ce qui reviendrait à exclure les intérêts divergents des uns et des autres, ou à comprendre que c'est en se soumettant à une politique de législation mondiale que l'intérêt de chacun est le mieux respecté, pas en décidant d'empiéter toujours plus sur le territoire des uns ou d'envahir tel autre pays par exemple. Toutefois, Kant admet par la suite que l'histoire ne suivra jamais un cours favorable qui aille dans le sens d'un progrès de l'humanité tant que les différents pays ne seront pas capables de laisser de côté leurs propres intérêts privés, et il admet que cette idée d'une lecture de l'histoire à l'échelle cosmopolitique reste une manière d'interpréter le cours des événements qui s'oppose à une forme de réalisme consistant à considérer les différentes guerres et conflits comme la preuve même que l'humanité ne progresse jamais en profondeur. Kant reconnaît par ailleurs que la civilisation permise par l'insociable sociabilité ne fait pas la moralité étant la capacité à agir d'après des fins que l'on se donne, et donc à agir de manière non égoïste par pur devoir que nous prescrit la raison. Je le rappelle. Toutefois, Kant pense qu'un état de paix durable, permis par la cessation du conflit, peut permettre à un cadre davantage propice le respect de la loi morale, qui émergerait progressivement justement dans un cadre davantage paisible, puisque l'égoïsme humain devrait hypothétiquement laisser place à une amélioration du genre humain dans un futur éloigné et hypothétique, qui, il faut bien l'admettre, n'a toujours pas vu le jour. L'argument que Kant donne en faveur d'une interprétation de l'histoire, à partir du fil conducteur d'un progrès historique possible, c'est le fait qu'il s'agisse d'une exigence de la raison, et que bien qu'il ne s'agisse que d'une hypothèse, cette hypothèse aurait une fonction régulatrice. Pour le dire simplement, et c'est là toute la profondeur de l'idée de Kant, penser qu'un progrès historique est possible, et envisager quelle forme d'association permettrait celui-ci de manière durable, est déjà un début nécessaire pour y parvenir, bien qu'il soit tout à fait possible qu'il n'advienne jamais. On peut toutefois se demander à présent si, dans la réalité historique telle que nous la connaissons, il y a bel et bien une façon dont progressent les conflits entre les différentes nations et une évolution du droit relatif aux unes et aux autres au niveau mondial qui tendrait à confirmer de façon empirique cette hypothèse d'un progrès historique. Peut-on, en toute rigueur, envisager qu'une rationalité des faits se cache réellement derrière les guerres et le conflit incessant par lequel passe l'humanité ? C'est ce que l'on étudiera la prochaine fois. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, ainsi que pour votre fidélité si vous êtes déjà abonné. Je rappelle en passant que s'abonner ou rester abonné permet à des gens qui auraient besoin de cette chaîne, et il y en a, de la découvrir via la manière dont YouTube recommande les vidéos de ce genre, donc merci bien pour eux. En attendant, prenez bien soin de vous, et à une prochaine fois.